Harry Roselmack est donc avec nous jusqu'à 9h. Tu es journaliste, présentateur sur TF1 et tu viens nous parler de ton dernier livre, c'est le 3e. Il s'appelle « Il n'est pas trop tard pour naître », paru aux éditions Jouvence, c'était le 26 septembre dernier. C'est une enquête sur l'univers, le sens de la vie. Tu y parles d'espace-temps, de cosmos, de Big Bang, des thématiques auxquelles c'est vrai que les gens ne t'associent pas forcément. Et c'est vrai que dans tes remerciements, tu cites les frères Bogdanov. Est-ce que ce sont eux qui t'ont inspiré ? Ils font partie des gens qui m'ont inspiré. Moi, je suis un garçon qui est né en 1973 et le premier numéro de Temps X, leur émission iconique, c'était en 79. Donc moi, j'ai grandi avec cette émission et c'est cette émission qui m'a fait lever les yeux vers le ciel pour me demander qu'est-ce que c'est que ces petits points qui brillent dans la nuit, et qu'est-ce que c'est que le cosmos, les étoiles, etc. Et tu les connaissais personnellement ? Oui, j'ai eu la chance de les rencontrer, de passer plusieurs moments avec eux et c'est vrai qu'ils avaient cette capacité que j'essaye de reproduire dans ce livre. Parce que c'est vrai que quand tu dis, je vais vous parler de l'univers, ça fait peur. Les gens sont très complexés par rapport à ça. Ils pensent qu'ils ne vont rien comprendre. Ils pensent que c'est une question qui est réservée à des savants. Non, moi je pense qu'il faut que chacun doit essayer de trouver ses propres réponses. On n'est pas obligé de tout comprendre, mais trouver ses propres réponses et qu'il est important de se poser ces questions. Qu'est-ce que l'on est, d'où l'on vient ? Et les frères Bogdanov, moi, ils m'ont communiqué cette volonté de vulgariser, de communiquer au plus grand nombre sur ces questions importantes. Alors comment est né ce projet ? Comment tu as travaillé dessus ? Tout simplement, moi, souvent quand j'écris un livre, ça part pas de l'idée d'écrire un livre. Ça part déjà de l'idée d'écrire pour organiser mes idées. Moi, je suis comme ça, pour organiser mes idées, quel que soit le sujet, je prends mon ordinateur et je commence à écrire. Et moi, je suis passionné d'astrophysique, de cosmologie depuis très longtemps. Je vous parlais des frères Bogdanov. Et donc, j'ai voulu un peu organiser mes idées sur ce sujet. Et en les organisant, ça a donné quelque chose de cohérent et qui m'a conduit, parfois de façon surprenante, j'ai moi-même été surpris, vers quelque chose qui est passé de la science à la philosophie, donc à la métaphysique, et à une forme de spiritualité dans le dernier tiers du livre. J'ai une question. T'as eu 50 piges cette année, 50 ans. Tu les fais pas du tout. Merci. La précision est sympathique. Non, il faut saucer. Mais est-ce que c'est pas aussi l'âge, la maturité, l'expérience qui fait que tu te poses ce genre de questions, d'essayer de comprendre où est-ce qu'on se place dans l'univers, un petit peu tout ça ? Est-ce que c'est pas aussi l'âge ? Alors, c'est l'âge qui me permet d'assumer cette question. Moi, je pense que ces questions-là, on se les pose peut-être tout au long de sa vie à plusieurs reprises, mais ce sont des questions que la société a rendues un peu coupables, un peu inutiles. Poser ces questions, c'est comme si tu t'interrogeais sur quelque chose qui est pas sérieux. Et je pense qu'il faut assumer ce questionnement-là. Et effectivement, avec la maturité, tu en viens à assumer plus déjà qui tu es de façon générale et d'assumer des questionnements qui peuvent être des questionnements fondamentaux et qui sont importants. Et ils sont importants parce que les réponses que tu trouves sont des réponses qui engagent et ça peut donner à l'humanité dans son ensemble, une boussole pour vivre plus en harmonie. On a entendu les infos, on va en réentendre tout à l'heure. Je pense que l'humanité a bien besoin d'une pensée universelle qui n'existe pas aujourd'hui, qui ne soit pas marquée ni politiquement, ni religieusement, etc., mais d'une pensée universelle qui permette aux êtres humains de vivre plus en harmonie les uns avec les autres et avec cette planète qui nous abrite. Alors juste pour comprendre, alors tu l'as dit, et on va le préciser aux auditeurs, c'est un livre assez complexe mais qui s'adresse à tous. C'est le témoignage d'un journaliste, puisque tu le disais, toi tu n'es ni philosophe ni astrophysicien. Exactement. Alors comment qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan perso d'écrire tout ce livre, parce que tu le dis que tu l'as fait progressivement. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait ? Alors cette enquête sur l'univers, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut le présenter aux gens. Je suis journaliste, mon travail c'est de faire des enquêtes. Et là j'enquête sur l'univers et j'enquête sur... Finalement, quand on s'intéresse à l'univers, on s'intéresse à l'humain. Pourquoi ? Parce que l'humain, c'est le résultat de l'évolution de l'univers. Le début de l'univers, qu'on appelle le Big Bang, on estime ça à 13,8 milliards d'années, donc c'est très très loin. Et depuis ce moment-là, l'univers, qui est un processus, qui n'est pas un objet figé, qui est un processus, il n'a cessé d'évoluer vers la complexité. Et l'être humain, c'est l'un des résultats les plus récents de cette évolution qui dure depuis 13,8 milliards d'années. Donc on est des enfants de l'univers. Et en fait, s'intéressant à l'univers, on s'intéresse à soi-même. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, y compris sur des capacités
que l'être humain a et qu'on ne connaît pas, que la plupart des gens ne connaissent pas. Alors j'ai envie de vous lire une citation, parce que moi, une citation du livre, je l'ai lue, je me suis arrêtée et ça m'a fait réfléchir. Vas-y. Pour posséder, nul besoin de prendre, d'accaparer quand on peut créer et partager. D'accaparer. Et d'accaparer, qu'est-ce que ça veut dire exactement ça ? Ça veut dire que dans le logiciel de la plupart des gens, pour posséder, donc pour avoir, il faut prendre. Il faut prendre à qui ? Il faut prendre à un autre. Or, on peut avoir sans prendre à l'autre, sans accaparer ce que l'autre a, on peut avoir, et ça éviterait bien des conflits, on peut avoir en créant, parce qu'on a cette capacité de créer qui va au-delà de ce que notre intellect fait, parce qu'on a créé avec notre intelligence des outils qui nous permettent de vivre mieux, qui nous permettent de tuer mieux et plus efficacement, qui nous permettent de faire tout un tas de choses. Mais on a aussi un pouvoir de co-création de la réalité. Et ce pouvoir-là, il passe par d'autres choses que notre intellect, il passe par notre spiritualité, il passe par de la méditation, il passe par tout un tas de choses qui sont réelles et qu'on peut découvrir en lisant mon livre, mais d'autres, mais plein d'autres. Harry, est-ce que dans ta quête sur le sens de la vie, tu t'es appuyé un petit peu sur les religions du livre ? Est-ce que tu as lu la Torah, la Bible, le Coran pour réfléchir ? Alors non, j'explique dans ce livre que je suis croyant. Alors je suis croyant d'éducation catholique parce que c'est la religion dans laquelle mes parents m'ont inscrit. Mais j'ai voulu mettre mes croyances vraiment de côté dans ce livre. Et les conclusions auxquelles j'aboutis sont des conclusions qui sont vraiment le fruit d'un raisonnement. C'est ça qui est important. Ce livre, il est basé sur ce que l'on sait de la science et sur des interprétations à partir des bases de la science, des interprétations qui sont logiques, qui sont philosophiques, qui sont métaphysiques. Il n'y a pas de religion là-dedans, il n'y a pas de parti pris. Et si mes conclusions étaient... les conclusions auxquelles ce raisonnement aboutit avaient été à l'inverse de ce que je crois, j'aurais remis en cause ma croyance. Le fait est que mes conclusions sont plutôt cohérentes avec ce à quoi je croyais déjà, donc ça les conforte, tant mieux. Mais en vérité, c'est vraiment un livre de cheminement et de raisonnement, parce que je pense que pour convaincre les gens aujourd'hui, il ne suffit pas de dire dans les livres saints, il y a écrit ça, c'est comme ça parce que c'est un dogme, le remets pas en cause, ne réfléchis pas. Je pense qu'aujourd'hui, pour convaincre les gens, il faut du raisonnement, il faut les intégrer, il faut qu'ils fassent le chemin avec toi. Et c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre les gens, en utilisant cette logique qui est l'un des pouvoirs de l'être humain. Il y a un vrai questionnement autour de la raison d'être. Est-ce que tu penses que c'est une question qu'on se pose plus assez dans notre société aujourd'hui ? Évidemment. Les questions sur l'essence, sur ce que l'on est vraiment, ce sont des questions qu'on ne se pose plus, et je pense que c'est malheureux parce qu'on se pose beaucoup de questions et peut-être trop de questions sur l'identité qui est importante. L'identité sociale, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, d'avoir entre guillemets une famille qui nous aide à grandir, mais plus on va segmenter nos identités et plus on va avoir des problèmes les uns avec les autres finalement, parce que ça va créer des micro-communautés qui vont trouver le moyen de s'opposer avec les autres micro-communautés. Et au lieu de se poser la question qui on est, c'est bien encore une fois de se la poser, mais à un moment, si on se posait la question qu'est-ce que l'on est, ça fait lien entre nous tous, parce que ce que je suis, c'est ce que tu es Vivi, c'est ce que l'on est tous, c'est ce que tu es Mike, c'est ce que tous ceux qui nous écoutent sont. Et là, pour le coup, on fait lien les uns avec les autres. Mais c'est ça, parce que tu dis notre raison d'être serait le contenu de notre existence et non sa cause. C'est ça. On est effectivement au XXe siècle, on a développé cette idée qui a trouvé d'ailleurs une illustration philosophique dans l'existentialisme, qui est que l'essence d'un être humain, sa raison d'être, c'est ce qu'il fait dans sa vie. C'est-à-dire que c'est ce que mon métier, ça va être ma raison d'être, mes enfants, ça va être ma raison d'être. Ça n'est pas le cas et ce n'est même pas logique. Notre raison d'être, elle est forcément causale. C'est forcément la cause de notre existence. Ça peut pas être sa conséquence, ça peut pas être son résultat. Et le fait qu'on pense des choses comme ça, ça conduit aussi à des drames, parce qu'on peut échouer, on peut rater les choses, mais ça remet pas en cause sa raison d'être. Un échec, c'est quelque chose, c'est une épreuve, c'est quelque chose qui peut nous faire mal, qui peut nous apprendre, mais ça ne doit pas remettre en cause son existence. Une séparation, un divorce, c'est pas une remise en cause de son être. Penser ça conduit à des drames. Dans ton livre, tu parles aussi de la société actuelle. Tu dis qu'à force de faire, je cite, des choses de moins en moins essentielles, l'humanité avec un grand H commence à se demander pourquoi elle les fait. Alors quand tu parles de choses moins essentielles, tu dis qu'on a arrêté d'observer, de s'émerveiller, de s'interroger. Et tu parles aussi que l'humanité, du coup, a commencé un virage. Mais du coup, est-ce que l'humanité commence à réaliser qu'on s'est laissé un petit peu endormir par le divertissement ou pas ? Moi, je suis hyper optimiste, malgré la situation qui peut parfois
plomber un peu. Ouais, bien sûr. Parce que je constate que la jeunesse, c'est-à-dire la génération de mes enfants, vous aussi, qui êtes beaucoup plus jeune que moi, à peine. vous avez aujourd'hui, cette jeunesse, elle a aujourd'hui des préoccupations qui sont des préoccupations globales, qui sont des préoccupations planétaires, la préoccupation écologiste, que moi j'avais pas du tout quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, dont je parle, qui est hyper importante. J'ai vraiment l'impression qu'il y a aujourd'hui une quête de sens qui revient et que les jeunes portent vachement, et ça me rend hyper optimiste. Et moi je fais le pari que les enfants ou les petits-enfants de mes enfants, eh bien, ils auront une façon de penser la vie et de penser le rapport aux autres et à la planète complètement différente de la nôtre. Et je pense que c'est eux qui vont faire en sorte que l'espèce humaine, finalement, elle ne s'éteigne pas prématurément. Parce que ce vers quoi on va, si les générations suivantes reproduisent ce que l'on fait, c'est que l'espèce humaine va s'éteindre de façon prématurée, et ce serait quand même dommage. Alors tu parles beaucoup de science aussi dans le livre, tu restes quand même, je trouve, assez critique vis-à-vis d'elle. Tu dis qu'il faut éviter de tomber dans une forme d'obscurantisme scientifique. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'ai un profond respect pour les sciences, elles sont essentielles, mais toute discipline, tout système de pensée qui n'accepte pas un système de pensée alternatif, le rejette et l'invalide, pour moi c'est dangereux. La science elle a plein de qualités, mais la science elle est incapable aujourd'hui de remonter à l'origine de l'univers, parce que les outils qui font la science ne permettent pas d'investiguer le Big Bang lui-même et l'avant Big Bang. Les équations ne marchent plus, on ne peut pas observer, on ne peut pas faire d'expérience, trop de niveaux à ce moment-là il y avait trop de niveaux d'énergie et d'information pour qu'on puisse reproduire ça en expérience. Et donc la science, elle doit avoir conscience qu'elle ne peut pas répondre à tout. Il faut qu'elle accepte que d'autres disciplines complètent ce qu'elle ne peut pas faire. Et je pense que la philosophie, la métaphysique peut apporter des réponses que la science ne peut pas apporter. Et quand on voit justement dans l'actualité, par exemple, alors en lien avec la crise environnementale, qu'on n'écoute pas beaucoup les scientifiques sur ce qui se passe, quel regard tu portes là-dessus ? Il faut donner aux scientifiques tout leur crédit. Les conclusions de la science sont très robuste. Ça veut dire que ce que disent les scientifiques, c'est très solide, parce que justement, ça s'appuie sur des outils qui sont fiables, les expériences en matière de physique et d'astrophysique, les équations, les mathématiques. Et je trouve d'ailleurs dommage qu'à l'école, on n'explique pas tout ça. Moi, à l'école, on ne m'expliquait pas que la philosophie et que les mathématiques, ça aidait à comprendre la réalité, à comprendre l'univers, à comprendre le monde. On me filait des équations, des choses qui étaient très rébarbatives, qui prenaient la tête, sans expliquer vraiment le pourquoi de ces choses-là. Donc, les outils de la science, ils sont très robustes. C'est hyper important d'avoir une forme de confiance dans la pensée scientifique, même si la science d'aujourd'hui sera démentie par la science de demain. C'est ça la particularité de la science, c'est que c'est en évolution perpétuelle. Il y a de grands scientifiques comme Newton qui ont découvert des lois de gravitation hyper importantes, qui ont ensuite été un peu démenties, corrigées, complétées par Einstein 2 siècles après. C'est comme ça que la science, elle fonctionne. Donc on peut avoir une confiance solide en la science, en sachant que la science ne détient pas de vérité absolue, et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Il n'y a pas de dogme en science. Et Arif Fawzi avait quelques questions pour toi sur l'actualité. Oui, ça concernait la resurgence du conflit israélo-palestinien. Dans 7 à 8, l'émission que tu présentes sur TF1, vous traitez cette actu depuis le début de ce conflit. Vous êtes confronté à quelles difficultés, et surtout en tant que journaliste, comment vous arrivez à traiter ce sujet qui est bien évidemment très épidermique ? Alors 7 à 8, la particularité du traitement de l'info, c'est que c'est très incarné. Nous, on raconte des histoires d'actu, donc avec des gens. Donc l'une des difficultés, c'est l'accès au terrain. Pour des sujets qu'on tourne en France, des sujets de société, des sujets sur le pouvoir d'achat, des sujets sur la vie des gens en France, c'est assez simple. Là, en l'occurrence, pour faire le sujet qu'on a présenté dimanche dans 7 à 8, on a pu aller en Israël, rencontrer des victimes de l'attaque du Hamas, mais il nous fallait, c'était important pour nous qu'on soit aussi présent dans la bande de Gaza pour montrer les conséquences de la riposte de l'armée israélienne. Et donc là, on a eu un problème d'accès. Aujourd'hui, les journalistes du monde entier n'ont pas accès à la bande de Gaza, qui est complètement bloquée, qui est sous lockout. Donc que l'on fait, ce qui nous arrive de faire de temps en temps, c'est qu'on contacte des confrères locaux. Et en l'occurrence, c'est un journaliste, caméraman palestinien qui a filmé son quotidien, qui a filmé aussi, parce que lui continue à travailler sous les bombes. Et grâce à ce confrère palestinien, on a pu avoir effectivement un sujet qu'on a évidemment supervisé en rédaction en chef à Paris, mais qui nous permettait de voir les douleurs des deux côtés dans ce conflit.
TF1, c'est une chaîne qui est très exposée. Est-ce que parfois vous avez des critiques où on vous dit non, vous êtes pro-israélien, là vous êtes pro-palestinien? Comment ça se passe? Comment vous gérez ça en fait? Sur un certain nombre de conflits, mais sur ce conflit en particulier, on a forcément des réactions qui sont liées à la perception par les gens. Vous savez, nous on fait de l'information. Tous, on envoie de l'information à des auditeurs ou à des téléspectateurs et eux la reçoivent. Et en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de leur éducation, la façon dont ils reçoivent l'information va être différente. Nous, tout notre métier, c'est d'essayer de faire en sorte d'être le plus équilibré possible, d'être le plus neutre possible, c'est-à-dire sans intention dans la façon dont on délivre l'information, mais on ne peut pas échapper au fait que, en fonction de leur sensibilité, certains vont réagir, et ça, ce n'est pas grave, dans la mesure où on a des réactions des deux côtés. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, quand on est sur ces sujets-là, on a des réactions de gens qui nous accusent d'être d'un côté et des réactions des gens qui nous accusent d'être de l'autre. Donc là, on sait qu'on est à peu près... Qu'on a bien fait son travail. Si t'as les deux, c'est bon. Exactement. Il y a un lieu où l'information est en danger, c'est le réseau X, ex-Twitter, donc depuis que Elon Musk l'a racheté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques, parce qu'il se dit beaucoup de choses, un peu tout et n'importe quoi. La modération, c'est pas trop ça. Alors Elon Musk dit que c'est pour une liberté d'expression totale. Comme tu es journaliste, tu vas forcément sur X comme nous tous. Comment vous travaillez et comment toi, tu travailles désormais avec X et qu'est-ce que tu en penses quand tu scrolles? Alors, les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. Après, les réseaux sociaux ne sont pas des sources d'informations fiables pour la bonne et simple raison que sur les réseaux sociaux, il y a de l'information qui est encore une fois des données qui sont traitées par des gens qui sont formés, qu'on appelle des journalistes, et qui ont des méthodes et une éthique. Ça, c'est une information. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a de l'information, mais c'est mélangé avec des choses qui ne sont pas de l'information. C'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier quand on s'informe que sur les réseaux sociaux. Il faut aller s'informer aussi dans des médias, il faut aller confirmer des infos qu'on peut voir sur les réseaux sur lesquels on est tous, tu l'as dit, mais il faut vraiment aller confirmer ça dans des médias qui sont des rédactions où on a des journalistes avec cette estampille, ce certificat de traitement avec des méthodes et avec une éthique, parce que si on consomme les réseaux sociaux sans recul, eh bien on va se faire manipuler. Mais là, ça se dégrade en fait sur X. Et après, tout le monde n'a pas ton recul, le recul journalistique, tout le monde ne l'a pas, loin s'en faut. Mais je pense qu'il faut éduquer les gens aujourd'hui à consommer de l'information, c'est tellement important pour notre vivre ensemble. Et je pense qu'à l'école, je pense que peut-être même dans les entreprises, il faut former les gens à consommer de l'information, et évidemment, en fonction de l'éthique du propriétaire d'un réseau social, là on est sur un réseau social qui a changé de propriétaire récemment, en fonction de l'éthique de ce propriétaire, les choses peuvent être plus ou moins compliquées, effectivement. Alors, impossible, Harry, de ne pas évoquer avec toi la diversité dans les médias, puisque pour les plus jeunes, en 2006, ça avait été le transfert de l'année. Harry Roselma qui arrive présenter le JT de TF1. Alors, ça avait donné un vrai coup de boost à la diversité. Tu as ouvert la voie à beaucoup de gens, et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, quel regard tu portes un petit peu sur la diversité? Est-ce que pour toi, ça s'est amélioré? Est-ce qu'on a régressé? Voilà, quel regard tu portes sur la diversité dans les médias? Ça me fait super plaisir de rencontrer de jeunes journalistes comme toi, qui représentent aussi la diversité, mais qui me disent, ils sont assez jeunes pour me dire, moi j'ai assumé ma vocation, j'ai fait ces études et j'ai voulu rentrer dans ce métier parce que je t'ai vu un soir à la télé sur TF1 présenter. Alors moi, pour le coup, je te voyais sur Canal+. Sur Canal, voilà, parce qu'avant TF1, j'ai travaillé à Canal. Et donc ça me fait super plaisir parce que ça montre que les choses ont quand même bougé. Il y a des jeunes aujourd'hui qui assument plus cette vocation. Il y a aussi des gens de l'autre côté du poste qui sont moins perturbés par le fait de voir ou d'entendre des journalistes non blancs. Ça les perturbe moins parce que j'ai fait tomber quelques préjugés. Après, ce qui me semble important aujourd'hui à mettre en place comme préoccupation sur la diversité, c'est de faire bouger l'image qu'on a des communautés. Un exemple très simple, quand on fait un sujet sur la grippe, par exemple, à la télé ou à la radio, plutôt que d'aller voir toujours le même médecin, qui est un médecin qui va porter un nom bien franco-français, qui va être blanc quand on le verra si on est à la télé, il faut aller voir un médecin maghrébin, un médecin noir, et tout simplement. Et le type nous dira les mêmes choses, il va nous parler de la grippe.
sauf que ça va permettre de sortir de certains préjugés. Je pense que ce travail-là, il est important aujourd'hui. Oui, parce que maintenant, il y a désormais aussi des questions de parité, des questions de LGBT+. Donc, c'est un immense chantier, en fait. C'est un immense chantier. Et pour revenir un peu au propos de mon livre, moi, je pense quand même que si on comprend, parce que c'est la façon dont l'univers évolue, qu'il faut qu'on aille vers de l'harmonie. Une fois qu'on a compris ça, on règle tous les problèmes. Parce que là, on saucissonne les problèmes, et c'est vrai, comme tu le dis, il y a la couleur de la peau, il y a l'orientation sexuelle, il y a le genre, et puis on peut saucissonner comme ça les problématiques, ça donne mal à la tête, ça devient compliqué. Si on comprend que l'important, c'est que les êtres humains ils suivent le mécanisme de l'univers, donc d'évoluer vers plus d'harmonie, on règle quasiment tous les problèmes en une seule pensée finalement, et en une seule prise de conscience. Et bah, ton livre s'appelle « Il n'est pas trop tard pour naître » et on va continuer d'en parler. Harry, DJ First Mike, il y a quelques questions pour toi. Harry, j'ai quelques questions pour toi. Donc. la musique, c'est un art qui est hyper important pour toi. Tu avais réalisé le film Fracture. Ouais. Un très 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 bon film. Merci. Et pour accompagner le film, il y avait une BO qui allait avec, qui s'appelle Destination Love. Et il y avait ce titre de Will Starr. Co-réalisé par toi aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai suivi la réalisation. T'es journaliste, t'es réalisateur. Bon, juste la casquette de chanteur, on est bon. Ouais, c'est vrai, ça. Tu vas chanter bientôt. Là, il va t'annoncer qu'il chante. Je chante pas et je fais pas l'acteur. Voilà, c'est deux trucs. Il y avait ce titre de Kwame aussi sur la BO. Si j'avais eu le temps de t'enlacer. Donc on est sur deux styles différents. Kwame qu'on adore. Kwame, c'est notre gars sûr. Il y a 18 titres en tout sur la bande originale avec des artistes émergents. Comment t'as fait pour les trouver déjà? Parce que c'est pas des noms qu'on connaît. T'es Harry Roselmack, t'as un blaze, tu pourrais avoir... si tu claques des doigts, t'as qui tu veux. Là, t'as fait le choix de faire découvrir des artistes, en fait. Ouais, c'est vraiment un choix de cœur. Déjà, c'est des gens et des créations que j'ai kiffé, que j'ai aimé. Et c'était ça le plus important pour moi. C'était pas de faire du name dropping sur cette BO. Et vraiment, je suis vraiment très fier de ce projet, des rencontres que j'ai faites, de ce que j'ai appris aussi. Parce que moi, pour la première fois, je me suis retrouvé en salle de mix avec un mixeur pour mixer des morceaux. J'ai découvert plein de choses et j'ai adoré faire ça. Et l'expérience de réalisateur, t'as aimé aussi? Ouais, j'ai adoré faire ça. J'ai réalisé ce film parce que je l'ai écrit, et comme je l'ai écrit et que je l'avais en tête, je voyais les situations, les personnages, et j'ai beaucoup aimé, et je crois qu'ils ont beaucoup aimé aussi travailler avec les acteurs. D'accord. Direction d'acteur, ça j'ai vraiment adoré. Et Harry Roselmack à la réalisation d'un nouveau film, c'est pour quand? Ouais, grave. Écoute, je sais pas, je me considère pas comme un réalisateur, moi je me considère comme un réalisateur de ses envies, et ces envies-là, elles évoluent. Alors moi je vais continuer à écrire parce que c'est ce que je fais depuis que je suis gamin. Donc écrire, d'ailleurs je coécris des projets de séries, mais je pars pas du principe que je vais les réaliser. Quel genre de série? Alors des séries en tout genre, j'ai deux Joséphine. Projets là. Non, pas Joséphine. C'est pas trop mon délire. Mais non, il y a une série, il y a un de ces projets de série qui s'appelle Black Meta, c'est le nom de travail, et qui justement est très hip-hop dans son ambiance. Et ça raconte grosso modo, c'est Roméo et Juliette dans le métavers et avec un fond hip-hop. Voilà. En vrai, tu le vends bien, j'ai envie de voir. Et le casting, ça a l'air cool. On n'a pas encore le casting, mais on n'a pas encore le diffuseur. La grande difficulté, c'est quand tu développes un projet de série, c'est de trouver d'abord un diffuseur, et ensuite tu discutes aussi avec lui, parce qu'il a son mot à dire sur le casting et sur la façon dont les choses vont se concrétiser. Je te parlais de Kwame qui est sur la BO de Fracture, justement, de Destination Love plutôt. Il a une question pour toi. Salut tout le monde. Salut Harry. Salut Sir. Alors Sir, déjà je voulais te féliciter pour la sortie de ton livre. Et moi, ma question sera la suivante. Alors, le titre de ton livre, c'est « Il n'est pas trop tard pour naître ». Et récemment, tu as fait un post sur le thème du partage et de la création. Alors du coup, moi, j'aimerais savoir comment naît le processus de création chez l'artiste. Wow. Déjà, on comprend la profondeur du mec à sa voix. C'est vrai, déjà, on sait que le mec, il est dans du deep, quoi. Non, mais tout processus de création, c'est ce que j'explique dans le livre. Alors, on va parler un petit peu de physique quantique, mais ce qui fait les briques des atomes, les briques des particules qu'on appelle les fermions, c'est les plus petites briques de matière qu'on connaît aujourd'hui, ce sont les fluctuations des champs quantiques du vide. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est de l'information
qui est mise en mouvement par de l'énergie qui fluctue. Et ces fluctuations, elles créent à certains moments des pôles de stabilité énergétique qu'on appelle des particules. Et donc, je pense que la création, de façon générale, c'est la fluctuation de l'information. Et chez l'artiste, comme chez nous tous, quand on crée avec notre intellect, c'est parce que l'information qui est dans notre cerveau, elle est en fluctuation. Et ces fluctuations, elles créent de l'information nouvelle. Et c'est ça, pour moi, le processus de création. Il y a autre chose qui s'appelle l'inspiration, qui n'est pas vraiment ce processus que je viens de décrire. L'inspiration, pour moi, c'est une connexion à un champ d'information qui est pour moi le champ primordial, qui est à l'origine de tout. Certains l'appellent la source, d'autres l'appellent Dieu. Mais ce champ d'information, on a la capacité, si on se le permet, d'y être connecté. Et l'inspiration, ça vient de ce champ d'information. Et il y a des gens qui sont très connectés à ce champ d'information. Kwame est sans doute très connecté à ce champ d'information. C'est pour ça qu'il crée en permanence, qu'il a des inspirations en permanence. Mais du coup, cette inspiration, on l'a tous. On l'a tous, on a tous ces capacités. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les êtres humains ont ces capacités. Après, on les exploite plus ou moins en fonction de notre, soit notre ouverture un peu spontanée, soit de notre volonté de compréhension. Et quand on comprend qu'on a ces pouvoirs-là, moi, je peux vous dire que ma vie, elle est en train de changer parce que j'ai compris ce que j'étais capable de faire. Mais comment t'as fait pour comprendre, en fait? Comment on arrive à accéder à cette compréhension? C'était quoi le déclic? C'est d'abord d'avoir cette curiosité que j'ai depuis que les Bogdanov m'ont emmené dans l'espace à l'âge de 7 ou 8 ans. Et c'est du travail. Ce livre, c'est le résultat aussi d'un travail, encore une fois, d'un cheminement intellectuel, rationnel, mais robuste, qui emploie un peu. Et la lecture de ce livre, je pense que même si elle n'est pas toujours simple, il y a tout pour comprendre. Et une fois qu'on a compris les choses, je peux vous assurer que la vision de la vie, elle change, et la vie elle-même change à ce moment-là. Donc au quotidien, c'est se connecter avec les gens, lire et poser des questions. Exactement. Sur YouTube, il y a plein, aujourd'hui, ce qui est formidable avec l'Internet, c'est qu'on a accès à plein de savoirs. Il y a plein de vidéos. Moi, je passe mon temps à regarder des audios, écouter des livres audio de gens, de penseurs qui ont trouvé des choses incroyables. Je parle d'Eckhart Tolle dans ce livre parce que pour moi, c'est l'un des penseurs majeurs, mais Deepak Chopra, que j'écoute encore ce matin. Ces gens-là, ils ont découvert des choses, et si on n'aime pas lire, on peut les écouter sur YouTube, par exemple. Dans les grandes voix de la chanson française, il y a Kaina Samet. Tu connais ce titre-là? Non, je connais pas ce titre, mais j'ai entendu parler de l'artiste, évidemment. Ouais, elle a une question pour toi, justement. Coucou les amis, coucou Harry, c'est Kaina, j'espère que vous allez tous bien. Alors c'est vrai que j'observe un petit peu les travaux d'Harry de loin, donc félicitations déjà pour la sortie de ton livre. Et j'ai cru lire quelque part que tu parlais de la gentillesse et de l'empathie comme des genres de super pouvoirs contre l'autodestruction. Donc je suis grave d'accord avec ça. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que tu penses, comme moi, que l'amour est toujours la réponse à tout? Voilà, je vous embrasse et puis je suis curieuse de savoir ce que va développer Harry. Kaina, bisous Kaina, qui est une belle personne que j'ai rencontrée, avec laquelle j'ai échangé il y a quelques mois. Oui, Kaina, je vais même plus loin. Ce qui est compliqué, c'est de poser les conclusions de mon raisonnement sans, encore une fois, j'y reviens parce que j'y insiste, le cheminement logique qui me mène à cette conclusion. Mais c'est pas grave, allons-y. Je pense que l'amour est l'une des raisons d'être de l'univers, et sans doute la raison d'être principale de l'univers. C'est la raison du désir de l'entité créatrice qui a commencé à faire évoluer le champ d'information dans un processus qui a donné l'univers. Et donc je pense que l'amour est transcendantal. Je voudrais juste donner un exemple qui vient à l'appui et qui peut être convaincant parce que ça nous concerne tous, du fait que l'amour est transcendantal. C'est que si quelqu'un a peur, on va lui demander pourquoi il a peur. Si quelqu'un est triste, on va lui demander pourquoi il est triste. Si quelqu'un est joyeux, on va lui demander pourquoi il est joyeux. Si quelqu'un est amoureux, on va lui demander, si on est curieux, de qui il est amoureux, mais on ne lui demandera pas pourquoi il est amoureux. Parce que l'amour, ça fait partie de notre être profond, c'est transcendantal. Il n'y a pas de raison à l'amour. C'est comme ça, et je pense effectivement c'est une réponse à de nombreux problèmes. Mais à partir de quel moment tu sais que c'est de l'amour? L'amour, il a différentes formes, c'est une vraie question. Parce que l'amour... Où est-ce que ça s'arrête? Comment l'amour, et là c'est quelque chose que j'aborde aussi dans mon livre, comment l'amour il est aussi victime de nos conventions. On estime, on confond l'amour et la monogamie. On pense que l'amour il est monogame. Non,
le polyamour, c'est quelque chose de réel et tous les parents le savent. Donc tu peux aimer plusieurs personnes de la même façon. Évidemment, sur le principe, pas de la même façon. Tu as des enfants, moi aussi j'en ai plusieurs. J'aime tous mes enfants au même niveau, mais je les aime pas pour les mêmes raisons. Ils sont chacun singuliers et il y a des choses chez les uns qui me touchent plus que chez les autres, mais j'aime mes 3 enfants de la même façon. On considère, parce que c'est vrai que c'est une vraie galère d'aimer plusieurs adultes, on considère qu'on ne peut aimer qu'un seul adulte, mais c'est faux. C'est évidemment faux. L'amour, dans sa définition la plus large possible, il prend plusieurs formes et il s'adresse évidemment à plusieurs personnes. L'amitié est une forme d'amour. Enfin, voilà, tout ce qui est du ressort de l'attachement est une forme d'amour. Oui, mais le polyamour, les troubles, parce que comme tu as utilisé le mot polyamour, toi, ça ne te choque pas toi, Non, ça ne me choque pas du tout. C'est juste quelque chose qu'il est difficile de mettre en place dans une société où effectivement la question de la propriété, en vrai, c'est la question de la propriété, de la transmission de la propriété et des terres qui a fait que sociologiquement, on a décidé d'une conjugalité qui est une conjugalité à 2 parce que c'est beaucoup plus simple. Sinon, ça devient une usine à gaz. Mais ça ne conditionne pas pour autant la réalité des émotions et des sentiments qui sont ceux de l'être humain. Harry Roselmack est notre invité jusqu'à 9h. On va terminer avec les questions des auditeurs. On en a reçu beaucoup ce matin. Alors, on a une première question de Camilla qui nous dit: est-ce que Hubert Reeves, astrophysicien et scientifique récemment disparu, a été une source d'inspiration aussi pour toi? Bien sûr, bien sûr. Il avait l'âge de partir, mais c'est vrai que ça fait toujours de la peine quand on voit des grands penseurs comme Hubert Reeves, comme les frères Bogdanov, que je mets un peu au même niveau, même si les académies scientifiques diront que les Bogdanov sont très compliqués. Il y a eu beaucoup de polémiques à leur sujet, mais pour ce qui est de la pensée, de la profondeur de la pensée, de la puissance de la pensée, je les mets à peu près au même niveau. Et c'est vrai qu'Hubert Reeves est sans doute le scientifique qui le premier a fait rentrer la cosmologie et l'astrophysique dans le domaine public et l'a ouvert au plus grand nombre. Alors, une question d'Axel aussi qui dit: les recherches liées à l'écriture de ton livre t'ont-elles fait douter sur une de tes certitudes? Ah ouais, super question. Ils sont très philosophiques aussi, nos éditeurs mais grave. J'ai très peu de certitudes, donc ça m'évite de les remettre en cause parce que j'en ai quasiment pas. Mais c'est vrai que l'écriture de ce livre, en vrai, quand les gens qui vont lire ce livre, ils vont cheminer en même temps que moi j'ai cheminé en l'écrivant en fait. J'ai découvert des choses en écrivant ce livre, j'ai compris des choses en écrivant ce livre, et ce livre c'est surtout mon cheminement et mon raisonnement qui m'ont amené à un certain nombre de conclusions. Donc oui, disons que j'ai évolué plus que remettre en cause des certitudes que j'avais pas. Alors, je vais prendre une question pour terminer, de Marina qui dit: est-ce que Harry Roselmack a encore des rêves dans la vie, que ce soit professionnel ou personnel? Si oui, lesquels? Alors, mes rêves personnels, je vais les garder pour moi, mais non, j'ai évidemment plein de rêves. Mais ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que c'est difficile Encore une fois, c'est une conclusion qui va être difficile à croire comme ça, et je vous invite à la challenger, à essayer de comprendre, à écouter des livres audio, à lire des bouquins, mais on peut concrétiser ses rêves. On a vraiment, nous, en tant qu'être humain, un pouvoir de co-fabrication de la réalité. Ça veut dire la réalité, elle ne devient pas tout ce qu'on veut. La réalité du lendemain, elle doit être cohérente avec celle d'hier. Il y a un certain nombre de lois fondamentales, de constantes qui font que la réalité, elle évolue de façon cohérente. Mais on peut y mettre son grain de sel. On peut y mettre son grain de sel. En physique quantique, il y a ce qu'on appelle l'indétermination, qui fait qu'une particule, elle a tous ses paramètres qui sont figés qu'une fois qu'elle est observée. Avant qu'elle soit observée, il y a une partie des paramètres d'une particule quantique qui n'est pas déterminée. Ça veut dire que l'observateur, ça veut dire que nous pouvons, si nous sommes vraiment connectés à la réalité au moment où elle se fabrique, on peut l'influencer. Merci, donc on peut réaliser ses rêves. Voilà. Ouais, on va terminer sur ce beau message. Franchement, t'aurais été prof de philo, je pense que j'aurais eu 18. On aurait continué l'école, nous. Merci Harry, ton livre s'appelle Il n'est pas trop tard pour naître aux éditions Jouvence. C'est une enquête sur l'univers et le sens de la vie. Allez le chercher, donc évidemment en librairie. C'est passionnant. Merci à toi, tu reviens quand tu veux. On vous souhaite une très belle journée.